Bienvenue derrière la lumière, le podcast qui vous emmène dans le business, le cœur et la tête de ces entrepreneurs qui ont décidé de vibrer fort et créer grand. Je suis Pêche, coach et consultante des entrepreneurs de demain et hôte de ce podcast qui vous embarque dans les coulisses de l'entrepreneuriat. À travers des conversations vraies et humaines, pleines de secousses d'esprit et de conseils concrets pour avancer. Alors si vous croyez en un entrepreneuriat du cœur et des tripes, sans chichi, sans tabou, avec audace, vérité et simplicité, je suis heureuse de vous accueillir derrière la lumière. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Claudia Ferreira, coach du féminin, que vous connaissez très certainement puisqu'elle a travaillé aux côtés de Chloé Bloom pendant plus de 4 ans. Et au-delà de tout ça, Claudia, c'est une entrepreneure ambitieuse et passionnante avec un cœur énorme. Alors avec elle, à la base, j'avais prévu de parler de cycle féminin, de comment mieux se connaître et le mettre au service de notre entreprise. Mais évidemment, vous le savez, ce podcast c'est avant tout un plongeon derrière la lumière de l'entrepreneuriat et des humains qui créent le monde de demain. Alors on a parlé de 1000 autres choses en plus, de comment elle est passée de secrétaire à indépendante, de sa vision de la sécurité qui casse les codes, des archétypes de la femme, de l'alimentation anti-inflammatoire, de ses secrets, de sa vision de la spiritualité non perchée et de bien d'autres choses absolument passionnantes. Et vous allez le voir, en tout cas j'espère le ressentir, cet échange monte en intensité, de fil en aiguille, en vérité, en sincérité, en profondeur. Et les derniers mots que Claudia nous a partagés sont magnifiques, m'ont donné des frissons, et j'espère qu'à vous aussi, ils vous parleront. Alors évidemment, comme toujours, si cet épisode vous plaît, pensez à le partager autour de vous, à en parler, à envoyer le lien à des amis sur WhatsApp ou par mail, voire encore mieux, en faire une story sur Instagram pour partager ce que vous avez appris ou peut-être le bon moment que vous allez passer, en tout cas j'espère. Dans tous les cas, vous avez tous les liens pour nous retrouver avec Claudia dans les notes de cet épisode juste en dessous. Et sur ce, je vous laisse pour notre belle conversation. Bonjour Claudia, bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de te retrouver avec moi aujourd'hui. Hello, merci beaucoup. Je suis très heureuse aussi de pouvoir participer et de partager ce moment avec toi et avec toutes les auditrices et les auditeurs qui vont nous entendre. Pour commencer, j'aime bien découvrir les personnes que j'interviewe et l'humaine qui se cache derrière l'entrepreneur. Du coup, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que se disait la petite Claudia de l'adulte qu'elle serait quand elle avait 7, 8 ans. Waouh, waouh, quelle grande question. On démarre fort. Merci beaucoup. Je crois que la petite Claudia, elle se disait pas grand-chose, en toute sincérité. C'était plutôt quelqu'un qui aimait bien rêvasser, mais pas dans des rêves de l'ordre de l'ambition. Tu vois, quand j'étais enfant, je pense que jamais j'aurais pensé devenir un jour indépendante ou entrepreneur. J'avais pas l'espace pour ça avec ma famille. Mais par contre, déjà quand j'étais enfant, j'adorais m'amuser, j'adorais être dehors, j'adorais être vraiment en contact avec la nature. Et par-dessus tout, moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est jouer avec des autres personnes. C'est être au contact des autres êtres humains et plutôt plus âgé que moi, en fait. C'était vraiment quelque chose qui m'apportait beaucoup, beaucoup de joie. Hmm. Tu as évoqué le fait que tu n'avais pas l'espace pour devenir entrepreneur dans ta famille. Qu'est-ce que tu entends par là? Alors, il faut savoir que donc moi, je suis née en Suisse. J'ai vécu en Suisse jusqu'en 2022 et ensuite, je suis retournée m'installer au Portugal. Le Portugal, c'est le pays de mes origines. Donc, mon père et ma mère sont tous les deux nés au Portugal et ensuite, ils ont émigré en Suisse. Et en résumé, mon père vient d'un minuscule village vraiment au centre du Portugal. Et il vient d'une famille très très pauvre. Jusqu'à l'âge de ses 8 ans, il vivait dans une espèce même, on peut même pas appeler ça une maison parce qu'il y avait même pas de toit. Il n'avait pas accès à l'eau potable, ils n'avaient pas accès à l'électricité. Et donc mon père a un parcours, voilà, il vient d'un milieu très très pauvre. En fait, mes grands-parents sont des paysans, ils ont travaillé la terre. Ma mère, bon aussi. Et c'est vrai que donc d'avoir eu mes parents. Et en fait, c'est drôle parce que
il y a un peu ce cliché des Portugais où ta mère est femme de ménage et ton père concierge. Bah moi, c'était mon cliché en fait. Ma mère était femme de ménage et mon père concierge. Et ils ont toujours travaillé pour des entreprises, pour des sociétés, donc un parcours globalement standard. Et eux, ce qu'ils voulaient pour moi, c'est voilà que je fasse des études, mais dans un parcours très très classique en fait. Et donc, dans ma famille, j'ai juste un oncle qui travaille à son compte, mais le reste, c'est des personnes qui ont voilà des parcours professionnels relativement basiques et classiques. Donc, j'ai pas d'exemple d'entrepreneur au sein de ma famille, et je pense que ça a forcément eu une influence sur le fait que jamais je pensais être capable un jour de me dire, OK, tu vas créer des projets, tu vas avoir des idées, Claudia, et tu vas les concrétiser, et ensuite tu vas pouvoir les monétiser. Non. En plus, j'aimais pas trop l'école, les études, c'était un peu boring pour moi, c'était un peu ennuyant. Ouais, voilà. Donc je pense surtout l'influence de l'origine de mes parents. Hmm. Et du coup, comment tu as réussi à t'en détacher? Parce que j'imagine qu'au-delà de, j'ai pas d'exemple dans ma famille, il y a aussi un schéma familial et une sorte de d'obligation inconsciente à perdurer là-dedans ou à faire plaisir à ses parents ou à les rassurer en ayant un métier beaucoup plus cadré et sécurisant d'un point de vue financier. Tu vois, comment t'es passé de non, je peux pas, je viens d'une famille d'ouvriers Ouais, ouais. assez pauvres espagnols et puis faut que je fasse plaisir à mes parents et que je les rassure. On fonctionne beaucoup comme ça quand même. Oui, 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 effectivement. Je pense que l'une des valeurs premières de mes parents, ou l'une des choses pour lesquelles ils mettent de la valeur et que c'est important pour eux, c'est l'aspect de la sécurité, effectivement. Comment j'ai réussi à m'en détacher? En fait, je pense qu'à un moment donné, ton âme crie plus fort que ton mental. Et en 2020, j'ai eu un burn-out professionnel. Et au même moment où je fais mon burn-out professionnel, donc moi j'étais en Suisse, mon travail c'était secrétaire et assistante de direction, je tournais dans plusieurs maisons de retraite. Et en 2020, à la suite d'un burn-out, au même moment, j'intègre un coaching de groupe de Chloé Bloom. Ouais. Et donc je me mets à l'arrêt maladie, enfin mon médecin me met en arrêt maladie. Et à ce moment-là, je n'avais absolument rien à faire si ce n'est d'investir mon temps et mon énergie dans ce programme de coaching. Il y avait quelque chose qui m'appelait à faire ce programme. À l'époque, j'avais même pas les moyens financiers. J'ai dû emprunter de l'argent à mon ex-compagnon qui a pas hésité une seconde. Il a vraiment cru en moi. Et en fait, voilà, de m'être investi où j'ai regardé tout le contenu, les vidéos, j'ai fait les exercices. Il y avait des fois des challenges où tu devais aller dans la rue, sortir de ta zone de confort. Et en fait, pendant 3 mois, j'ai littéralement appris à me connaître. Tu vois, je me suis posé des questions que jamais je m'étais posées. J'ai compris des choses sur moi-même que jamais j'avais compris. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, Claudia, tu as tellement changé en 3 mois que si tu es capable d'autant de changements et de transformations, que ce soit à la fois sur ton état d'esprit, mais également sur ta philosophie de vie, sur la manière dont tu perçois le monde, ta sphère professionnelle, j'avais vraiment, vraiment un appel du cœur de je veux aussi être une personne qui accompagne d'autres personnes à suivre leurs rêves, à sortir de ces injonctions familiales ou sociétales pour vraiment répondre à un appel beaucoup plus profond. Hmm. Donc, je dirais que le déclencheur, ça a été surtout cette année 2020 qui m'a aujourd'hui conduit à être là où j'en suis, quoi. Ouais. Et on t'avait appris à sortir, enfin tu vois, tu t'as dit tu as investi un argent que tu n'avais pas, donc tu t'es fait confiance, ton compagnon de l'époque t'a fait confiance, c'est déjà immense comme choix. Parce que Ouais, souvent c'est quand on se dit oui, ça passe aussi, malheureusement peut-être, mais par cet aspect financier de je m'autorise à ouais. m'offrir ce coaching, cet accompagnement, parce que je sais que j'irai au bout, que ça va m'apporter énormément et que j'ai la valeur de ça aussi. C'est exactement ça. Il y avait une partie de moi qui avait peur, hein, forcément. Tu vois, le sujet de l'argent, c'est un vrai sujet pour la plupart d'entre nous. Mais tu sais, en fait, il y avait quelque chose de tellement plus profond que je me suis dit, en fait, Claudia, c'était une grande somme d'argent et je me suis dit, OK, à la hauteur de la somme d'argent que tu investis, tu vas également t'investir en toi. Et d'ailleurs, je pense, OK, pour pas dire que je suis convaincue, mais je pense sincèrement que si cet accompagnement, il aurait coûté 200 euros, peut-être que je me serais pas autant investie
que là, c'était un prix high ticket pour moi. Et en fait, alors, je me suis pas découragée, hein, mais des fois, tu vois, c'est 3 mois, c'est beaucoup de contenu que tu dois voir aussi toi-même. Bah, en fait, je repensais à ça, tu vois. Je repensais à cette somme d'argent. Je me disais, Claudia, tu as investi sur toi, en fait. Et qu'est-ce qui est important? OK, renforcer ton estime de toi, renforcer ta confiance en toi. Vas-y, Claudia, tu sais pourquoi. Et en fait, ça m'a permis de renforcer le pourquoi j'avais investi dans ce programme et j'avais investi autant d'argent. Ouais, Mm. Bah, ouais, c'est effectivement, c'est même une certitude, c'est vérifié au niveau des neurosciences, en psychologie. Enfin, on vit dans un monde capitaliste qui fait que on a tout à fait. donné à l'argent un certain pouvoir, une certaine autorité, on va dire, dans nos vies, dans nos inconscients. Et que du coup, dès qu'on s'engage financièrement avec une somme qui est importante pour nous, et peut-être que, je sais pas, 1000 euros c'est important pour certains, c'est rien pour d'autres, selon bah voilà, leur mode de vie, leur aisance financière, etc. Et c'est cette importance-là qui va déterminer effectivement à quel point tu es engagé, à quel point tu vas aller au bout. C'est pas dans la Ouais, somme en elle-même, mais c'est le rapport de la personne avec cette somme. Et c'est pour ça, enfin, moi je le vois chez les clientes que j'ai, quand la somme, elle est challengeante pour elles, et que parfois, tout comme toi, elles doivent emprunter, demander à leurs amis, à leur famille de l'argent par-ci par-là, et ben elles sont à fond. Alors que celles pour qui c'est pas une broutille, mais voilà, oui, bon, je les ai de ouais, côté, je m'en fous un peu, oui, je ressens pas la même ouais, ambition, le même engagement, la même détermination. Et ouais, ça joue ouais, clairement sur leurs résultats. tout à fait, tout à fait. Et au-delà de ça, tu vois, j'avais quand même mon ex-compagnon qui m'avait fait confiance en me prêtant son argent. Et enfin, tu vois, dans chaque circonstance de la vie, tu as toujours deux côtés de la pièce, ok? C'est jamais noir, c'est jamais blanc, il y a toujours deux côtés. Et en fait, il y avait une forme de pression du fait qu'il m'avait prêté cet argent, mais en même temps, cette pression, je l'ai transformée en mode, je veux pas le décevoir. Je veux aussi le remercier et remercier sa confiance Mm. pour venir moi aussi, du coup, renforcer ma propre confiance en moi en investissant pleinement dans ce programme d'accompagnement. Et puis aussi après, tu vois, c'est les résultats, quoi. Ton programme, il peut être extraordinaire. C'est ton investissement aussi. C'est l'énergie que tu vas y mettre. Et tu vois, je voyais tellement de changements en moi que je me suis dit, oh, mais je veux continuer, je veux en apprendre plus. Je veux me découvrir plus. OK, je veux comprendre. Et donc, ça a transformé mon rapport à moi-même, ça a transformé mon rapport à la vie, mon rapport aux relations avec ma mère, avec les personnes autour de moi, que c'était comme une évidence. Je pouvais pas Mm. ne pas m'investir, en fait. Ouais, ouais. Est-ce que ça a changé ton rapport à la sécurité aussi, justement? Complètement, complètement. Ouais, 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 Et c'est ouais. quoi pour toi aujourd'hui, du coup? La sécurité, c'est à quel point c'est le rapport que j'entretiens avec la personne que je suis. Ça, c'est un Hmm. sentiment de sécurité. Tu vois, je voyage beaucoup. J'ai plus vraiment de maison à proprement parler depuis 2023. Tu vois, avant, la sécurité, pour moi, c'était un parcours de vie un peu écrit. OK, j'ai une maison, j'ai un travail à la fin du mois, je sais que je vais avoir X sur mon compte. J'ai tellement déconstruit ça qu'aujourd'hui, pour moi, le sentiment de sécurité, c'est avant tout mon rapport à moi-même, à mon corps, à quel point je me sens en sécurité à l'intérieur de mon corps, à quel point je me sens en sécurité parce que les relations que j'ai autour de moi me nourrissent. Ça, c'est ma sécurité aujourd'hui. Ouais, Hmm. ouais. Tu vois, je pourrais vivre n'importe où dans le monde. Je change toujours de maison. Mais je me sens, ma maison première, ma sécurité, c'est mon corps avant tout, quoi. C'est ça, c'est ça. Ok. Ouais. Et du coup, c'est ce coaching avec Chloé qui t'a poussé, toi aussi, à vouloir devenir coach, à te former, à travailler avec Chloé aussi, qu'on connaît bien toutes les deux. Et je sais que vous avez aussi une très très belle relation qui s'est construite et renforcée au fil des années parce que vous avez bossé pas mal d'années ensemble, du coup, au final. 3 ans et demi. Ouais, c'est en Ouais, pause actuellement, mais voilà. Vos liens sont tout à fait. toujours bien là, a priori, je crois. Tout à Ouais. fait. Ouais, alors en fait, donc si tu veux, en mars 2020, j'intègre donc son programme de coaching qui à l'époque s'appelait Rise, Mm. et au mois de juin, je le termine.
Entre-temps, j'ai démissionné de mon poste de travail et à ce moment-là, je me suis dit, OK, je vais retourner vivre chez ma mère, je vais laisser mon appartement, comme ça, le loyer, en fait, à l'époque, quand même, les loyers en Suisse sont relativement chers. Je me suis dit, tout l'argent que je vais pas investir dans mon appartement, je vais l'investir dans une reconversion professionnelle. À ce moment-là, je me forme pour devenir coach. J'avais quand même quelque chose qui me disait, OK, Claudia, c'est important pour toi de faire une formation certifiante. Donc, je me suis engagée dans une école qui est basée à New York sur 8 mois où j'ai appris vraiment le métier de coach. C'est quoi être coach, en fait? À la suite de ça, je me suis formée également en programmation neurolinguistique auprès de Paul Pironnet, qui est l'un des pionniers en France. Donc, mon parcours, il a commencé, c'est un parcours très mental, en fait. OK, comprendre la psychologie de l'être humain, comprendre un peu plus sur les neurosciences, comment le cerveau fonctionne, etc., etc. Et puis, tout au long de ce parcours, bah, j'ai commencé également à moi proposer des sessions de coaching. Après, j'ai retrouvé un appartement et donc j'avais une pièce que j'avais aménagée un peu comme j'étais hyper inspirée par les cabinets de psychologues et du coup j'avais aménagé une pièce avec un joli petit canapé pour mes clientes. Et puis en fait, environ 10 mois plus tard, après le coaching de Chloé, elle vient me contacter ou elle a continué en fait à me suivre sur mon compte Instagram. Et elle me contacte, elle me dit, écoute Claudia, je suis ton parcours depuis la fin de Rise et vraiment tu lâches pas l'affaire. T'es là, tu prends ta place, je suis hyper inspirée. J'ai une proposition de collaboration à te faire. Voilà. Est-ce que tu serais disponible telle date? Et donc on s'est fait un appel. Elle m'a proposé d'intégrer son projet de podcast pour créer des exercices d'introspection en lien avec ces épisodes de podcast que j'ai accepté. J'ai trouvé hyper drôle, tu vois, de savoir que je suivais Chloé depuis déjà 3 années. Je la suivais pour son contenu fitness et nutrition à la base. Puis après, du coup, elle a pris une orientation plus développement personnel. Et puis voilà, je trouvais que c'était incroyable de passer de cliente de Chloé à tout à coup collaboratrice aussi, tu vois, au sein de son équipe. Enfin, la Maison Bloom, les valeurs qu'elle prône, ce sont des valeurs aussi importantes pour moi. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir de plus en plus de responsabilités, jusqu'à ce qu'elle me propose littéralement de gérer sa plateforme en ligne, qui était donc la Bloom Academy, qui ensuite s'est transformée en Atma, mais globalement le projet elle-même. La coordination d'équipe, enfin, c'était une expérience. J'ai appris et j'ai eu des contacts avec des personnes hyper inspirantes aussi, tu vois, qui ont intervenu dans la Bloom Academy. Enfin, c'était extraordinaire. Ouais. Et à Ex- ce moment-là, tu restais freelance pour elle ou tu étais salarié Oui, en non, j'ai freelance? toujours resté freelance, ouais, Oui. ouais, ouais, Tu as gardé ton indépendance? tout à fait, tout à fait. Et en fait, c'était beau, tu vois. C'est vrai que on entend souvent, en tout cas pour ma part, hein, j'entends souvent que les personnes, quand elles se lancent dans l'entrepreneuriat ou dans l'indépendance, c'est soit tout, soit rien. Et là, avec Chloé, ça me permettait d'avoir voilà, un travail avec elle qui nourrissait des choses qui étaient importantes pour moi et en même temps, ça m'apportait un aspect financier où je savais qu'à la fin du mois, quand même, j'avais X. Et en parallèle de ça, ça me permettait aussi de continuer à me développer moi et à peaufiner de plus en plus ce que je voulais transmettre aux gens. Parce qu'au début, mon coaching, il était très coaching de vie sur plein de sujets, mais je pouvais vraiment voir que il y avait des sujets où je pouvais apporter beaucoup plus de valeur que d'autres. Hmm. Et tu vois, cet espace de pouvoir collaborer avec Maison Bloom et en même temps continuer à moi peaufiner mon accompagnement, bah, ça a été un équilibre qui m'a vraiment convenu pendant plusieurs années, ouais. Ouais. Parce que, Donc, enfin, là, l'image qui me vient, c'est qu'en fait, elle t'a offert d'une certaine manière une forme de sécurité qui t'a permis du coup de créer ta liberté, de créer ta singularité, enfin de trouver ta singularité et de l'assumer parce que tu avais ce cadre où tu pouvais être toi et en même temps, bah voilà, qui t'amenait financièrement notamment parce que mine de rien, ça reste un sujet important, comme on l'a dit, euh, de quoi vivre, avoir ton appartement et du coup te développer à côté, hors des cadres, hors des cases, hors des normes, en étant vraiment toi. tout à fait, tout à fait. Je crois Mhm. beaucoup que quand tu as un système nerveux qui est beaucoup trop activé, bah, tu vois, tu as du mal à faire preuve de créativité, tu as du mal à faire preuve d'inspiration, tu as du mal à aller vraiment chercher cette énergie à l'intérieur de toi. Et là, pour moi, en fait, j'aime beaucoup dire on est ça et ça. Pas, il n'y a pas de ça ou.
Ça, non, non, c'est et. Remplaçons le ou par le et. Ouais. Ça va amener des choses beaucoup plus intéressantes, à mon humble avis. Mais ouais, ouais, ouais. Je te rejoins à 112 000%. Et ouais, je suis ça. Et ça, à différents moments de ma vie, à différents instants, dans différentes situations. Parfois, je suis un vrai amour et d'autres fois, bah, je suis une connasse pour dire les termes. Et parfois, je suis un petit papillon et d'autres fois, j'arrive au CrossFit et je passe en mode guerrière. Il n'y a rien qui peut m'arrêter. Ou pareil, en tant qu'entrepreneur, bah, parfois, c'est aussi la lionne et la guerrière, l'ambitieuse qui prend le pas. Et d'autres fois, bah, ça se passe pas comme on imaginait. Et puis, on est au fond de son lit en se disant, mais je vais jamais y arriver. Et puis, à quoi bon? Dans la même journée, c'est la même personne. Et il y a plein de fluctuations et ça m'amène du coup notamment à notre sujet et un des sujets qui, j'imagine, t'animait particulièrement dans cette découverte du coaching, le cycle féminin, Tout avec à fait, nos hormones, avec tout ce qui s'y passe, qui est un sujet passionnant, tant pour les femmes que pour les hommes, tout peu à fait, importe notre sexe enfin, le genre auquel on s'associe. tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer déjà ce que c'est globalement le cycle féminin, même si on entend de plus en plus parler, et tant mieux. Donc je pense qu'il y a des personnes qui connaissent déjà, il y en a peut-être, c'est pas encore le cas. Est-ce que tu, voilà, peux nous en dire un peu plus? Ouais. Peut-être quand même, avant de t'en dire un peu plus sur qu'est-ce que le cycle, juste te raconter un peu quand même mon parcours de qu'est-ce qui m'a amené à aujourd'hui porter vraiment ce thème de aujourd'hui mes coachings et tous mes accompagnements sont principalement orientés autour du cycle menstruel, toujours avec un prisme de connaissance de soi et de développement personnel. Mais il faut savoir que moi, quand j'étais enfant, j'avais vraiment du mal à accepter d'être née dans un corps de femme. Mes premières règles, je les ai eues à 17 ans. Donc, c'est relativement tard par rapport à la moyenne selon les statistiques. Et en fait, ma mère me parlait pas vraiment de cycle. Et d'ailleurs, j'ai appris il y a pas longtemps qu'elle a été aménorrhée. Donc, aménorrhée, ça veut dire qu'elle n'a pas eu de menstruation parce qu'elle avait une contraception, c'était par injection. Et en fait, ma mère est aménorrhée. Alors là, elle est en ménopause, hein, mais elle a été aménorrhée depuis ses 35 ans. Donc, à partir de 35 ans et jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas eu de règles, tu vois. Et en fait, moi, j'ai été sous pilule pendant plus de 10 ans. Et puis, plus le temps passait, plus je me disais, Claudia, c'est pas anodin. Mon propos ici, il n'est pas de diaboliser la pilule. Chacun, chacune fait ce qu'il veut avec ses choix, ok? Chaque méthode de contraception, elle a des avantages et des inconvénients. Mais pour moi, c'était pas anodin de prendre une pilule chimique, un médicament tous les jours. Et je sentais que ça me convenait pas. Alors, j'étais allée voir ma gynécologue et je lui ai dit, qu'est-ce que vous me proposez d'autre comme alternative? Et la seule alternative non hormonale qu'elle m'a proposée, c'était le stérilet en cuivre. Et puis, de nouveau, tu vois, c'était pas OK pour moi de mettre un corps étranger à l'intérieur de mon corps. Et puis, tout à coup, j'ai fait mes propres recherches et là, j'ai découvert donc la symptothermie, qui est donc une méthode d'observation du cycle. Et ça a été vraiment la symptothermie qui m'a ouvert les portes de la connaissance du cycle menstruel. Donc, globalement, le cycle menstruel, c'est quoi? C'est 4 phases. La première phase du cycle menstruel, c'est du coup la phase menstruelle, c'est les menstruations, les règles, les lunes. Okay, on appelle ça comme on le souhaite. La deuxième phase du cycle menstruel, c'est la phase folliculaire, parce que du coup, le corps, il est en train de créer des follicules à l'intérieur de nos ovaires pour préparer du coup la prochaine phase, qui est donc l'ovulation. C'est la troisième phase du coup de notre cycle, c'est la phase ovulatoire. Et après la phase ovulatoire, il y a la phase du coup lutéale ou prémenstruelle. Ça, ce sont du coup les termes scientifiques. Moi, j'aime bien vulgariser le cycle, c'est l'une de mes spécialisations, et j'aime bien faire le lien entre les 4 phases du cycle et les 4 phases de la saison, des saisons, en fait. Nous, les femmes et la Terre, la planète Terre, nous sommes intimement reliés par quelque chose qui s'appelle la fertilité. Quand tu poses une graine dans la terre et que tu vas t'occuper de cette graine en mettant de l'eau et avec l'énergie du soleil, cette graine, elle va germer et après, elle va donner une plante, peut-être elle va donner une fleur, un fruit, un arbre, que sais-je. Et bien, nous, les femmes, c'est la même chose. Et en fait, si on reprend les 4 phases du cycle, donc on reprend la première phase, elle démarre au jour 1, quand tu as quand tu saignes, et bien la phase menstruelle, c'est l'hiver.
Après l'hiver vient le printemps. Après le printemps vient l'été. Après l'été vient l'automne. Et c'est une très, très belle manière de prendre en main son cycle parce qu'en fait, il suffit que tu te connectes à qu'est-ce qui se passe dans les saisons. Qu'est-ce qui se passe en hiver? Bah, tu vois, les journées, elles sont plus raccourcies, les nuits, elles sont plus longues. L'arbre, en hiver, il a perdu toutes ses feuilles, il est vraiment concentré dans ses racines. Donc, c'est un super moment pour être vraiment plus à l'intérieur. Après, l'hiver vient le printemps, donc ton énergie, elle augmente. Le printemps, c'est un peu l'éclosion qui commence à apparaître de plus en plus. Après le printemps vient l'été. Alors l'été, c'est vraiment l'apothéose. Tous les arbres, ils montrent leurs plus belles fleurs, leurs plus belles couleurs. Et après l'été vient l'automne. Et l'automne, l'arbre perd ses feuilles. Et en fait, quand tu te connectes à la sagesse de la nature, tu te connectes aussi à la sagesse de ton corps de femme. Quand j'ai découvert ça, ma vie, elle a complètement changé. Mais tous les domaines de ma vie. Ouais. Et donc aujourd'hui, comme tu l'as dit, en fait, le cycle menstruel, il concerne directement toutes les personnes qui sont nées dans un corps de femme, parce qu'elles ont toutes, du coup, un cycle, mais elle concerne aussi tous les hommes, parce que chaque homme côtoie au moins une femme dans sa vie, si c'est sa sœur, sa mère, sa cousine, sa femme, ses amis, que sais-je. Et donc, en fait, chaque être humain, il est concerné par ce thème. Et pour autant, tu vois, on n'en parle pas. À l'école, il y a des cours d'éducation sexuelle, mais il n'y a pas des cours d'éducation menstruelle. On en fait un tabou. On croit que le sang, c'est un déchet du corps humain. Or, c'est pas un déchet, tu vois. Les selles, c'est un déchet, pas le sang menstruel. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un sujet qui m'anime et que je pense qu'il va me porter jusqu'à très longtemps. Et comment je peux savoir? Parce qu'autant j'ai mes règles, ok, je sais que je suis dans ma phase menstruelle, dans mon hiver, comme tu dis. Et ensuite, ok, elle s'arrête, j'entre dans mon printemps, mais le reste du cycle, tu vois, il est assez flou. Du coup, comment je Ouais. peux savoir, moi, avec peut-être ce que je ressens ou, je sais pas, des critères comme ça, dans quelle phase du cycle je suis? Alors, il y a quelque chose qui peut être relativement comment te dire, accessible, c'est l'observation en dehors de tout l'aspect émotionnel, Mm, quand même quelque chose de très concret, c'est l'observation de ta glaire cervicale. La glaire cervicale, c'est donc les pertes blanches. mm, Voilà, on va appeler ça comme c'est, donc les glaires cervicales. C'est-à-dire que quand tu as tes règles, tu n'as pas de glaire, tu es en train de saigner. Juste après tes règles, souvent, pendant quelques jours, tu ne vas pas avoir de glaire. Et ensuite, tu peux observer que ta glaire, elle se transforme. Elle devient, pendant la phase folliculaire, donc pendant le printemps, ta glaire, elle devient comme une crème hydratante, en fait. Donc, une texture blanche, une couleur blanche et une texture crémeuse, OK? Plus tu vas avancer dans ta phase folliculaire et donc plus tu vas te rapprocher de ta phase ovulatoire et plus ta glaire, elle va devenir de plus en plus translucide, transparente, la texture d'un blanc d'œuf cru. Tu vois, quand tu ouvres un blanc d'œuf, mm. ben voilà, c'est vraiment une texture très, très gluante. Certaines femmes, c'est plus une texture huileuse, mais la couleur, elle reste translucide, transparente. Une fois que tu as validé ton ovulation, après ça, euh, s'il n'y a pas du coup la rencontre d'un spermatozoïde avec ton ovule va se transformer en ce qu'on appelle un corps jaune. Il va se désaltérer à l'intérieur de ton utérus et donc ta glaire va se transformer avec ça et elle va devenir de plus en plus pâteuse, un peu comme la texture d'un houmous Ok. et la couleur aussi d'un houmous, un peu jaunâtre. Et plus du coup tu vas avancer dans ton cycle, plus elle va se sécher, ta glaire va être de plus en plus sèche. Et après, on recommence avec les menstruations. Ok. Donc, j'invite les femmes à vraiment observer leur glaire. Comment tu observes ta glaire? Plein de manières différentes. La meilleure, c'est quand même quand tu vas aux toilettes et que tu vas à selle, vu qu'il y a une décontraction et que tu rentres dans ton système parasympathique, tu peux, quand tu te nettoies, observer ton papier. Mm. Tu peux déjà observer si c'est glissant, si c'est pas glissant et quelle est la couleur. Tu peux aussi, si tu es à l'aise, insérer directement tes doigts à l'intérieur de ta vulve. Tu peux aussi l'observer dans ta culotte. Euh, voilà, il y a plein de manières différentes. Certaines femmes ont plus de glaire que d'autres. Avoir de la glaire, c'est signe d'une bonne santé hormonale. Ne pas du tout en avoir, moi, j'invite vraiment les femmes qui n'ont pas du tout de glaire à consulter un spécialiste de la santé, un gynécologue, parce que souvent, du coup, ça veut dire qu'il y a un dérèglement dans le système hormonal. Soit il y a trop d'oestrogène, soit il n'y a pas assez de progestérone, ou bien l'inverse. Mais voilà, avoir de la glaire,
C'est trop bien, en fait. C'est hyper sexy parce que Mm. ça te montre que tu es en bonne santé. Ouais. Après, tu peux également observer tes sensations physiques. Souvent, quand tu commences un peu plus à observer ton corps et à observer ton cycle, bah, tu peux sentir euh, parfois un inconfort pendant l'ovulation. Tu peux avoir également ton ventre qui commence à se gonfler pendant l'ovulation. Après, il va se dégonfler. Et après, pendant ta phase lutéale, donc juste avant les règles, pendant l'automne, eh bien là, de nouveau, tu peux avoir le ventre qui se gonfle de plus en plus parce que, en fait, c'est du coup ta paroi extra-utérine qui est en train de se préparer aux prochaines menstruations. Donc voilà, j'invite aussi les personnes qui ont à cœur d'apprendre à se connaître au travers de leur cycle, de tenir un journal cyclique avec des questions hyper basiques. T'as dormi combien d'heures? Comment tu t'es hydraté? Qu'est-ce que tu as mangé? Et comment tu te sens aujourd'hui, en fait? C'est quoi les émotions que tu as ressenties? Et avoir vraiment un journal cyclique pour t'observer. Et beaucoup de femmes qui ont des cycles irréguliers, du moment qu'elles adoptent cet outil du journal cyclique, elles voient déjà un changement à déjà deux cycles observés, quoi. Donc, Ok. voilà. Et quel lien Mais, avec le sommeil et l'alimentation? ouais, Ouais, j'ai parce pas que compris les ta question. émotions, on va en reparler, mais là, tu m'as placé l'alimentation, le sommeil. En quoi c'est lié? Peut-être notre besoin de sommeil, les aliments qu'on mange. Enfin voilà, explique-nous un peu. Alors, les fondamentaux, la base de la base, c'est quand même comment tu dors, comment tu t'hydrates, comment tu manges et comment tu bouges. Si dans ta vie, tu as des déséquilibres, j'invite toujours les personnes à d'abord voir leurs fondamentaux. Est-ce qu'elles dorment suffisamment? Et si oui, est-ce qu'elles dorment bien? Tu vois, est-ce que tu as atteint vraiment des cycles de sommeil qui sont différents? Euh, Tout ça a un impact direct sur ton cycle. Donc, si tout à coup, tu as des nuits où tu dors pas assez, ça va avoir un impact sur ton cycle. Déjà, ça va avoir un impact sur toi, sur ton énergie, tu vas être plus fatigué, etc. Par exemple, les femmes qui n'ont pas beaucoup de glaire cervicale, souvent, pas tout le temps, mais vraiment souvent, elles boivent pas assez. Donc, ça veut dire augmenter son hydratation et l'alimentation. Mais l'alimentation, c'est la base de la base. Moi, j'ai envie de te dire, dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Parce que c'est ça, en fait. Quand tu vois, la plupart des personnes qui ont des SPM, et ça a été mon cas, hein, moi, j'avais des SPM, Donc, syndrome donc prémenstruel, si, exactement. Syndrome prémenstruel. Les syndromes prémenstruels, ils peuvent se manifester de deux manières. Tu peux avoir des syndromes prémenstruels physiques, douleurs, crampes, fatigue, et tu peux avoir des syndromes prémenstruels psychologiques, psychiques, irritabilité, fringales, euh, tristesse, déprime, etc., etc. Eh donc les bien, SPM, c'est lors de la phase lutéale, en tout automne, à c'est ça? fait. Exactement, exactement, ouais. Et donc, si dans ton alimentation, tu as déjà une alimentation qui est plutôt à tendance inflammatoire, ça va augmenter les symptômes du syndrome prémenstruel. Au contraire, si tu adaptes ton alimentation à tes réels besoins physiologiques, et souvent, tu vois, et c'est pas anodin, mais par exemple, le jeûne intermittent, c'est hyper intéressant, mais dans la phase lutéale, je le déconseille. Ok. Parce que dans la phase lutéale, il y a vraiment les oestrogènes. Donc, c'est les oestrogènes et la progestérone, ce sont les deux hormones principales du corps de la femme. Les oestrogènes, c'est comme si c'était le pédale d'accélération du corps, et la progestérone, c'était du coup la pédale de frein. Et pendant la phase lutéale, c'est comme si les oestrogènes et la progestérone dansaient un peu ensemble. En fait, elles se croisent. Et si tu apportes une alimentation qui ne répond pas à tes besoins physiologiques, alors du coup, tu peux avoir des déséquilibres hormonaux et là, effectivement, du coup, subir Hmm. ce déséquilibre par du syndrome prémenstruel. Et la plupart des personnes qui ont du SPM, elles sont accompagnées par une nutrithérapeute, elles revoient vraiment, OK, comment tu manges, comment tu t'hydrates et comment tu dors. Mais là, on parle de l'alimentation. Tu revois comment tu t'alimentes, mais elle diminue. Enfin, moi, personnellement, j'ai plus de syndrome prémenstruel depuis. Je n'ai absolument aucune douleur pendant mes règles depuis au moins 3 ans. Alors qu'avant, des fois, je pouvais même pas aller travailler à cause de douleurs. Ouais.
Ouais, Et ça m'a c'est aussi le demandé. cas, cette alimentation anti-inflammatoire. Je sais que j'ai accompagné pendant pas mal de mois Peggy de En Douceur. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Une spécialiste en tout cas de Tout à fait. l'endométriose. Je vous Tout à fait. mettrai si vous êtes touché par cette maladie, son compte parce elle est vraiment très chouette. Et elle utilise notamment effectivement l'alimentation Bien pour, sûr. euh, pour apaiser tout ça. C'est une des clés, entre autres. Et du coup, l'alimentation anti-inflammatoire, c'est éviter tout ce qui est industriel, tout ce qui est produits laitiers, tout ce qui est viande, etc. C'est ça? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, si tu veux, globalement, chaque aliment va avoir un effet inflammatoire dans ton corps, en fait, peu importe ce que tu manges. Après, effectivement, il y a des aliments qui vont plus favoriser l'inflammation que d'autres. Globalement, l'un des ennemis numéro un, c'est le sucre transformé. Donc ça, c'est à éviter au maximum, et surtout pendant la phase lutéale. Mm. Le truc, c'est que souvent, tu vois, on a des fringales pendant la phase lutéale, mais là, c'est vraiment là où c'est le plus important d'apporter une alimentation la plus saine possible. Et donc, ça commence le matin. Le matin, tu vois, le petit déjeuner français, café, croissant, jus d'orange, C'est mort. c'est pas ouf. Ouais, c'est vraiment pas ouf. Euh, c'est pas, c'est pas sorcier, hein, mais ton premier repas, peu importe à l'heure à laquelle tu le prends, il doit être riche, il doit apporter des apports en protéines. Et du coup, je conseille aux personnes de prendre des petits déjeuners salés. Moi, par exemple, mon petit déj, c'est toujours 2 œufs et à côté, j'ai souvent soit un avocat, soit une petite tartine de pain de seigle ou des fois des fruits, en fait. Moi, j'adore le café, mais tu vois, avant, ça m'arrivait de boire du café à jeun avec du coup mon petit lait de soja, vanille, mon petit miel et tout. Voilà. Et Ouais, moi, donc, le café à jeun. Ouais, faut et après, éviter. t'as le pic de glycémie, tu as beaucoup d'énergie. Après, tu as l'exact Ouais. opposé exactement. Euh, Aussi, ce qui est important pour réguler les hormones pour des personnes qui ont du SPM, c'est d'observer si on a un apport suffisant en oméga 3, oméga 6, oméga 3 et en magnésium. Donc, par exemple, l'un des meilleurs amis du cycle, c'est les sardines. Mm. Les sardines, c'est vraiment le meilleur pote du cycle. La betterave aussi, c'est l'un des meilleurs amis. Le curcuma, le gingembre. Voilà, donc j'invite vraiment les personnes à s'intéresser à cette thématique-là parce que donner des conseils d'alimentation à tout va, ça, c'est pas ma méthode de faire, Et puis, de il y a faire des choses ça. qui sont anti-inflammatoires pour certains, enfin, qui sont moins inflammatoires ou peu inflammatoires pour certains, et qui Tout sont à fait. ultra inflammatoires pour d'autres. Et c'est effectivement, enfin, tellement, on est tous tellement uniques, et notre corps aussi, que oui, aller voir. Alors, je sais pas si les nutritionnistes et diététiciens sont formés à ça. Moi, je sais que j'ai accompagné énormément de nutrithérapeutes et de naturopathes qui sont spécialisés dans tout ça, et vous avez vraiment des professionnels autour de vous qui sont extraordinaires. Si vous voulez, je pense que Claudia et moi, on a toutes les deux des noms Oui, géniaux de personnes qui peuvent vous accompagner. Et ouais, c'est difficile, je trouve, évidemment, de donner des conseils tout faits. Juste celui d'aller s'intéresser et à son corps, et à son alimentation, et à tout ce qu'on lui donne et comment il réagit. tout à Je te fait, tout rejoins à fait. carrément. Ouais. Et aussi, en Ok. fait, c'est juste que on va juste terminer là-dessus. En fait, moi, j'ai eu vraiment beaucoup l'appel du sucre. En fait, tu Mm. vois, j'avais vraiment besoin de manger sucré. Et en fait, j'ai compris, aujourd'hui, j'ai un compagnon qui est lui spécialisé dans le système digestif. Et en fait, il m'a expliqué que c'est pas moi qui ai envie de sucre, c'est mon microbiote qui a envie de sucre. Plus tu vas manger de sucre, plus ton microbiote, il va te demander du sucre. Et à l'inverse, moins tu as des apports sucrés dans ton alimentation, moins ton microbiote va te demander de manger sucré. Et donc, ça demande aussi un peu d'apporter des modifications. Tu vois, là où avant, moi, j'adorais manger les Kinder. Vraiment, c'était un peu mon point faible. J'adore aller manger des Kinder. Eh bien, j'ai commencé à manger d'autres types de chocolat, voilà, ou avoir des rapports de choses sucrées, mais plus des fruits, des compotes. Et pour avoir quand même, tu vois, cette sensation de plaisir, parce que c'est hyper important, parce que si tu es frustré, qu'est-ce que tu fais? Tu sécrètes du cortisol, l'hormone du stress. Et ça a aussi un impact inflammatoire sur le corps.
Mais voilà, des petits ajustements, tu vois. Il ne s'agit pas du jour au lendemain tout changer. Non, non. Qu'est-ce qui est accessible pour toi? Déjà, si le petit-déj le matin, tu ajoutes quelque chose de l'ordre de protéiné, c'est super. Moi, ce qui m'a Si aidé tu n'as à pas faire la l'habitude de boire, notamment vas-y, vas-y. le matin au petit-déj, c'est les pancakes sucrés avec de la banane. 2 œufs, un peu de flocons d'avoine en farine ou quoi, et de la banane pour sucrer. Donc il y a quand même le goût sucré avec des fruits rouges, des choses comme ça, et du fromage blanc, voilà. Et ça me permettait d'avoir et les protéines des œufs, mais toujours le plaisir du pseudo sucré sans que ce soit des tartines de confiture ou des céréales ultra industrielles. Moi, je sais que ça m'a permis de faire Exactement. cette passation. Top. Vraiment. Génial. Bon, je suis validée par Claudia, c'est bon. J'adore. Non, vraiment, ça m'a bien aidé. Donc, si ça peut vous aider, vous qui nous écoutez aussi, avec grand plaisir. Et du coup, on connaît un peu mieux notre cycle. On a donné pas mal de petits tips. Maintenant, comment est-ce que je peux utiliser, entre guillemets, ces différentes phases dans mon entreprise? Est-ce Hmm. que selon certaines phases, il y a peut-être des choses à faire, des choses à ne pas faire? Peut-être à certains moments, j'ai des pics de créativité, du coup, c'est là où je peux créer du contenu. À d'autres moments, c'est plutôt de l'introspection et du coup, c'est revoir peut-être ma vision, ma mission. Est-ce que je suis encore alignée? Est-ce que ça me porte? Est-ce que j'ai l'élan? Est-ce que tu peux, voilà, expliciter un peu tout ça? Bien sûr, avec joie. En fait, c'est ça la magie du cycle menstruel, c'est que c'est l'un de nos outils de connaissance de soi le plus précieux parce qu'il est là, et il Mm. se manifeste chaque mois. Alors, de manière générale, j'invite pendant la phase menstruelle, donc pendant l'hiver, c'est une super phase pour l'introspection, en fait, pour vraiment venir t'observer dans qu'est-ce que tu as mis en place les semaines précédentes. En fait, moi, je fonctionne aussi beaucoup avec les archétypes féminins. Je me suis beaucoup intéressée aux travaux de Carl Gustav Jung qui développe beaucoup les archétypes. Mm. Et en fait, l'archétype de la phase menstruelle, c'est la femme sage, mais sage de sagesse, en fait. Et pendant ta phase menstruelle, tu accèdes à une forme de sagesse extraordinaire où tu peux vraiment observer les actions que tu as mis en place les semaines précédentes et donc véritablement te poser des questions d'introspection de l'ordre de euh, qu'est-ce qui s'est passé les semaines précédentes et qu'est-ce qui m'a convenu, qu'est-ce qui m'a moins convenu. Et en même temps aussi, c'est une super phase pour la créativité. Vraiment, la phase menstruelle, la création de contenu. Par exemple, si on travaille avec les réseaux sociaux, moi j'aime beaucoup écrire mes posts pendant la phase menstruelle parce que du coup, bah voilà, j'ai accès à cette forme de sagesse intérieure et donc je peux vraiment créer mon contenu. Mais donc ton énergie, elle est plus à l'intérieur, retournée vers toi. Donc, ce que j'évite, parce que moi aujourd'hui, mon cycle, je le mets vraiment au service de tous les domaines de ma vie et notamment aussi de mon entreprise. Moi, ce que j'évite de faire pendant ma phase menstruelle, c'est au maximum d'interagir en mode avec des lives ou de parler avec, tu vois, organiser des lives avec des personnes ou faire des stories face cam. Ça va être plus challengeant. Ça ne veut pas dire impossible, mais ça va être plus challengeant. Ou bien d'organiser des événements si tout à coup tu es quelqu'un qui travaille aussi en présentiel, voilà, ou si tu fais du travail énergétique, des massages énergétiques, attention aussi, voilà, peut-être pas pendant la phase menstruelle. La phase folliculaire, c'est l'archétype de la jeune fille. La jeune fille, elle a besoin de la spontanéité, elle a besoin de, il faut que ça aille vite en fait, et c'est une super période pour être dans ce qu'on appelle le multitâche. Donc, ça veut dire que tu peux vraiment remplir tes journées avec des tâches différentes. Pas tout faire en même temps, mais tu peux par exemple démarrer avec 1 heure d'admin, ensuite tu vas faire 1 heure de planification, 1 heure de stratégie, ensuite tu vas enregistrer un épisode de podcast, ensuite tu vas aller à ton sport, ensuite tu vas préparer à manger, enfin, Mm. multitâche, quoi. Ouais, moi, c'est le genre Dive, de journée où je fais plein de micro-tâches. Tu vois, où tout ce que voilà. j'ai mis de côté, tout ce que j'ai pas envie, paf, paf, paf. Ok, là, c'est bon, j'ai appelé l'assurance, j'ai appelé le comptable, j'ai fait ceci, j'ai répondu au dernier mail. Et comme ça, là, en fait, c'est là où je coche la to-do. Je coche tout ce Yes. que j'ai mis de côté pendant les semaines d'avant. Ok, il faut que je le fasse et c'est là maintenant. Yes. Moi, j'aime bien aussi faire ça, c'est que pendant les phases moins dynamiques, qui sont donc vraiment l'automne et l'hiver, j'aime bien mettre en place la stratégie, tu vois, Mm. la vision aussi, vraiment, et les phases dynamiques, le printemps et
Dans la phase folliculaire et la phase ovulatoire, l'action. Là, c'est vraiment la concrétisation. Donc, la phase folliculaire, c'est, comme tu dis, valider la to-do. La phase ovulatoire, l'archétype de la mère, c'est la phase la plus sociale. Là, tu as envie d'interagir avec les autres. Tu es beaucoup plus magnétique en plus. Ton aura, vraiment, elle est déployée. Voilà, tu es là pour les autres. Donc, vas-y, challenge-toi, organise toutes tes masterclass, tes webinaires, tes événements, fais tes facecam, interagis vraiment avec les personnes autour de toi. Et d'ailleurs, pendant la phase ovulatoire, c'est assez compliqué. En tout cas, moi, je médite tous les jours depuis 3 ans. Bah, tu vois, je sens que pendant ma phase ovulatoire, ça me demande plus d'énergie de me poser là, comme ça, tranquille et de méditer. Non, moi, j'ai besoin de plus bouger, quoi. J'ai besoin d'être dans le mouvement. Et après la phase lutéale, donc l'automne, ça, c'est aller à l'essentiel. Faire du tri. Faire du tri. Qu'est-ce qui te prend trop de place encore dans ton business? Qu'est-ce qui te... Va à l'essentiel. Va à l'essentiel. Je pense que c'est vraiment la plus... Et en même temps, tu vois, c'est l'archétype de l'enchanteresse. Et l'enchanteresse, elle est vraiment dans cette énergie beaucoup plus mystérieuse, connectée à ses profondeurs. Et elle a besoin d'aller à l'essentiel, quoi. Et à éviter pendant la phase prémenstruelle, lutéale ou automne, hein, appelez ça comme vous voulez, c'est la négociation. Genre, négocier un contrat pendant ta phase lutéale, c'est pas ce que je conseille. Après, attention, ici, c'est de manière générale, mais de nouveau, ça peut vraiment varier d'une femme à une autre et ça peut changer d'un cycle à un autre, tu vois. Moi, je sais que j'accompagne des fois des femmes qui me disent, écoute, moi, pendant ma phase ovulatoire, j'ai besoin aussi d'une journée que pour moi. OK, fais confiance à la sagesse de ton corps, en fait. Mais quand même, il y a un mécanisme intérieur, physiologique, où la phase ovulatoire, c'est le pic de tes oestrogènes. Et donc, les oestrogènes étant la pédale d'accélération, sois dans le mouvement, va interagir. Donc, si tu as envie de négocier un contrat, ta phase ovulatoire, et en plus, elle va te permettre de peut-être plus observer le langage de la personne en face de toi, aller entrer dans sa psychologie, tu vois, et réussir à négocier ton salaire. Tu vois, c'est pour les personnes aussi qui tout à coup veulent négocier des salaires. Enfin, Ouais. voilà. Et donc, Là, on mettre est son très cycle au bien. service de ça, c'est Ouais. magnifique. Si on fait des appels de vente, des appels découvertes, des choses comme ça, c'est aussi le très bon moment pour le faire, où on est vraiment présent pour l'autre, dans l'écoute, parce que mine de rien, vendre ou proposer des offres et voir si c'est aligné pour l'autre aussi. J'espère que vous faites tous ça, pas vendre pour vendre. Euh, c'est d'abord et avant tout de l'écoute, de la connexion à l'autre, de voir ce que peut-être il ou elle-même ne voit pas. Et ça nécessite effectivement cette connexion, ce besoin, enfin cette ouverture à l'autre qu'on n'a pas forcément dans l'hiver, par exemple. Donc c'est aussi Oui, ouais. Ou le bon surtout moment. dans l'automne, je dirais. Surtout, Oui. tu vois, par exemple, l'automne, imagine, tu fais un appel découverte pour vendre un de tes services et que la personne le prend pas. Mm. Peut-être que du coup, tu vas le prendre plus personnellement et du coup, ça va te mettre le moral à zéro et tu vas être là en train de ruminer des trucs, machin, parce que la phase UTL, c'est pas, enfin, t'as la baisse vraiment des oestrogènes et t'as l'augmentation de la progestérone. Alors que l'été, tu fais un appel découverte, elle le prend pas, c'est pas grave, en fait, tu Ouais. continues de On a connaître plein ta d'autres valeur et raisons. t'es là. Ouais. OK, c'est pas pour elle, c'est pas le moment, c'est OK, très bien, mais moi, je sais pourquoi je le fais, je continue de le faire, ouais, 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 Mm. exactement. Cool, cool. Génial. Eh ben, merci beaucoup, Claudia. Si jamais ça vous intéresse, vous qui nous écoutez, il me semble que tu organises un webinaire à la fin du mois, on est en août 2025. Rappelle-moi la date? Le lundi 25 août à 20h, heure française. Ok, génial. On mettra le lien dans la description de l'épisode parce que il me semble, est-ce que tu peux quand même nous le résumer rapidement, qu'est-ce qui va se passer pour celles qui seraient Oui, intéressées? alors donc c'est un webinaire gratuit que j'offre. Il va avoir lieu sur Zoom, Hmm. dans lequel je vais donc présenter les 4 phases, comme un peu ce que je viens d'expliquer ici, mais je vais vraiment aller plus en détail sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et donc pourquoi et comment notre cycle impacte et influence littéralement tous nos domaines de vie, que ce soit notre domaine professionnel, personnel, notre manière de communiquer avec les personnes autour de nous. En fait, notre cycle, il impacte tout, vraiment tout.
Et à la fin, je présenterai aussi La magie du féminin, qui est un mentorat de groupe que j'ai créé, que je développe depuis 2022. Donc voilà, je donne rendez-vous à toutes les personnes qui sont intéressées le lundi 25 août à 20h. Ça permettra d'aller beaucoup plus loin parce que c'est vrai que là, en moins d'une heure de podcast, c'est pas possible de voir et d'explorer toutes les mystères et les coulisses de qui on est, mine de rien, de ce qui Ouais, nous a. ouais, ouais. Et j'ai encore quelques questions en plus pour toi, pour finir cet épisode en beauté, encore plus en beauté peut-être. Première question, on va plonger en toi. Qu'est-ce que les gens ne voient pas de toi? C'est-à-dire, si tu devais être encore un peu plus vrai, un peu plus toi, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce que tu t'autoriserais? Euh, je dirais que, en fait, j'ai parfois encore du mal un peu à assumer mon côté, mon rapport à la foi, mon rapport à la spiritualité. Euh, plus ce côté-là, tu vois, par exemple, je travaille avec une médecine depuis 3 ans qui est la médecine du cacao sacré. Et j'ai vraiment une relation avec la spiritualité où parfois j'ai un peu peur. Tu vois, je suis quelqu'un quand même de terre à terre, de pragmatique, mais en même temps, j'adore en fait, j'adore ce côté. Tu vois, je fais des rêves lucides. Ça, c'est quelque chose que j'en parle pas. J'entends parfois des choses, je vois parfois des choses. Et ouais, mon côté plus, c'est pas toujours évident de parler d'un thème où c'est difficile de mettre des mots, Mm. ou du moins d'expliquer des choses qui sont pas explicables en fait. Tu vois, il y a des choses vraiment très, voilà, le monde physique, c'est le monde physique, et le monde énergétique est tellement plus grand, plus vaste que le monde matériel. Mais c'est pas évident d'expliquer quelque chose qui n'est pas explicable. Tu vois, il y a des choses que tu peux voir dans le monde matériel et il y a des choses que tu peux sentir dans le monde invisible. Et parfois, je m'empêche, ouais, me montrer, de montrer un peu cet aspect-là. Et tu vois, je suis hyper intéressée, par exemple, par la cosmovision maya. J'ai étudié cette cosmovision-là qui aujourd'hui m'accompagne. J'ai un altar qui aujourd'hui m'accompagne partout où je suis. Tu vois, je te disais avant que j'ai pas de maison, mais peu importe où je suis, je crée toujours mon altar où les 4 éléments sont représentés, la terre, l'air, l'eau et le feu. Tu peux expliquer, oui, rapidement ce que c'est pour celles et ceux qui connaissent pas? Alors, ouais, alors un altar, c'est basiquement une création. C'est en fait ce qui fait le lien entre le monde visible et le monde invisible. La manière dont ça m'a été transmis, moi, je crée des altars chamaniques. Et donc, mon altar, il est représenté par les 4 éléments, parce que les 4 éléments dans la nature sont également représentés en nous. L'élément de la terre, c'est notre peau, c'est notre enveloppe corporelle. L'élément du feu, c'est notre température corporelle. Tu vois, quand tu fais du sport, ta température corporelle, elle augmente, tu crées du feu intérieur. L'eau, bah, c'est nos liquides, en fait, et l'air, c'est l'oxygène que l'on respire. Et donc, en fait, c'est une illusion de croire que nous, les êtres humains, nous ne faisons pas partie de la nature, ou que la nature, c'est en dehors de nous. Non, non, on fait partie de ça. Et donc, un altar, c'est un lieu que tu crées chez toi pour travailler avec lui, en fait, cheminer avec lui. Moi, mon altar, c'est mon rendez-vous. Tous les matins, je vais méditer devant mon altar. Quand je suis triste, je vais pleurer devant mon altar. Quand j'ai besoin d'aller chercher de l'énergie, je vais aller chercher de l'énergie dans mon altar. Sur mon altar, il y a tous les objets symboliques pour moi. Par exemple, bah, j'ai mon père qui est décédé en 2016. Bah, j'ai une photo de mon père, en fait, sur mon altar. J'ai des objets et les 4 éléments qui y sont présentés. Voilà, c'est pour moi une symbolique qui fait vraiment le lien entre le monde visible, celui que je vois, et le monde invisible, celui que je ressens. Mm. Qu'est-ce qui te fait peur d'en parler de tout ça? Euh, je pense que j'ai besoin d'abord de faire mon propre cheminement à moi avant de pouvoir le transmettre aux autres. Et aussi, je ne sais pas encore vraiment distinguer la limite entre une espèce de forme de spiritualité
En fait, si tu veux, ma spiritualité aujourd'hui, elle n'est pas corrélée à une religion. Mm. Euh, et c'est pas toujours évident, voilà, d'aborder ces thématiques-là. Ça peut faire peur à certaines personnes aussi. Donc, je pense que c'est plus ça. J'ai la sensation que c'est plus quelque chose de personnel pour l'instant, tu vois, que j'en parle en fait avec les personnes que je rencontre. Tu vois, par exemple, je participe à des retraites. J'ai rencontré des médecines chamaniques. Et ça fait partie aujourd'hui de ma vie, de mon parcours. Encore là, le mois prochain, je vais rencontrer une médecine juste extraordinaire qui s'appelle l'Iboga. Et ça, personne ne le sait en fait. J'en parle pas. Voilà, j'ai pas envie non plus de mettre en avant peut-être quelque chose qui fait pas sens pour d'autres personnes, tu vois. Euh, Et Par pardon, je exemple, te coupe. vas-y, Moi, ce vas-y. que j'ai beaucoup vu sur cette thématique-là, c'est aussi qu'il devient un refuge pour Mhm, beaucoup de mhm. personnes et une pseudo Graal ou porte du paradis et qui s'oublient complètement et qui se déconnectent complètement de leur humanité et qui Ouais, sont en mode victime et où ouais. la spiritualité devient le sauveur ultime et qui partent complètement, quoi. Je Oui, je vois aussi suis. beaucoup ça et je pense que il y a aussi comment j'encourage pas, on va Oui, dire. oui. Peut-être. Tu as vraiment su mettre exactement les mots que j'ai pas réussi à mettre. Mais c'est complètement ça. Tu vois, par exemple, le cacao, c'est une médecine qui n'a pas d'effet psychotrope, mais le cacao, aujourd'hui, il a une tendance extraordinaire, enfin, incroyable. Mais tout le monde aujourd'hui boit du cacao, tu vois, et en fait, on en perd l'essence même de cette médecine. C'est pas anodin, tu vois. J'ai étudié la cosmovision maya et j'ai vu le travail que ça demande pour boire une tasse de cacao, mais les gens, ils se rendent pas compte que rien que pour avoir un fruit dans un cacao, ça demande 6 ans à l'arbre pour donner ses premiers fruits. Ensuite, c'est tout un travail de récolte, c'est tout un travail de torréfaction des graines qui doivent pas atteindre un certain niveau de température. Et après, vraiment pour moudre aussi les fèves de cacao. Enfin, c'est un travail qui demande tellement d'efforts qu'aujourd'hui, tout le monde, il boit du cacao parce que vas-y, va ouvrir ton chakra du cœur et tu vas aimer le. C'est pas Ouais. ça. Et en fait, on en perd la notion de sacralité. Et donc, j'ai la sensation que d'une certaine manière, comme je ne sais pas encore trop comment aborder cette thématique, bah, je ne veux pas prostituer ce qui est sacré. Et je fais vraiment une différence entre ce qui est sacré et ce qui est perché. Et Mm. aujourd'hui, tu vois, la ligne est hyper fine entre Ouais. la notion de sacralité et tous ces gens hyper perchés qui, comme tu le dis, utilisent la spiritualité comme excuse pour valider une posture de victimisation. Enfin, Oui, voilà. ou au contraire, devenir un pseudo-gourou, devenir, Oui, tu vois, se placer dans je ne sais pas, moi je suis éveillée, moi j'ai eu je sais pas qui. Euh, voilà. il y a tout, il y a à boire et à manger, et je pense que, enfin voilà, c'est ouais, un sujet très complexe. Ouais, Donc, et très personnel, et en même temps, si on n'en parle pas, on ne fait pas avancer les schmilblick non plus, et on voit juste ceux qui en parlent peut-être à outrance et de manière avec laquelle nous, on n'est peut-être pas en accord. Et c'est important de porter sa voix aussi dans ces cas-là. C'est comme tout, hein, on entend ceux qui crient le plus fort. Voilà, et je pense que c'est à chacun de porter sa voix quand même. ouais, Donc, trouver un équilibre n'est néanmoins pas simple. Ouais. ouais, tout à fait. Tu vois, par exemple, mon chaman avec lequel je chemine depuis 2022, bah, il m'a jamais dit qu'il était chaman. Hmm. Alors que des fois, à rencontrer des personnes que quand elles se présentent, elles me disent, oui, alors moi, je suis énergéticien, chaman, et voilà, voilà. C'est ça. Ah Voilà. ouais. Oui, On sait. souvent on le ressent très vite, tant dans l'énergie que dans la manière dont il se présente. Ouais, Effectivement, oui. un chaman ne se dit pas chaman. Non, 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 non. Et tu vois, ça peut être hyper dangereux pour des personnes qui sont vulnérables ou qui n'ont Ouais. pas vraiment la capacité de discernement, qui sont vraiment dans une détresse émotionnelle. Mm. Faire confiance, tu vois, à des gens qui se autoproclament chamans. Enfin voilà, et je pense que c'est un peu toutes ces craintes où pour l'instant, je me dis, c'est mon cheminement, c'est mon voyage. J'en parle à qui il y a l'ouverture. Mais sur les réseaux sociaux, alors j'en parle, hein, tu vois, j'organise des cérémonies de cacao en Suisse, hein, mais voilà, je parle de la manière qui me semble la plus juste. Ouais. Et je Ouais, pense que c'est le plus juste pour les autres aussi.
que chacun soit dans cette justesse-là et ne prône pas une quelconque spiritualité ou rituel ou enfin voilà, c'est précieux et c'est sacré comme tu l'as dit. Après c'est Oui, mon avis à moi humble et en tout ce qu'il est de très très humain, mais ouais, je te rejoins. Et je pense que c'est symptomatique aussi de notre société de vouloir des remèdes tout faits, des choses faciles, accessibles. Tu vois, tu parlais du cacao, moi je vois ça là-dedans. De je prends et je conscientise même pas à quel point c'est un travail, et à quel point c'est une histoire, une culture derrière et que je peux pas me l'approprier comme ça non plus. Enfin, voilà, il y a ah tiens, c'est un peu stylé, c'est à la mode, on m'en a parlé, Tati Bidule, elle m'a dit de faire ça. Bref, on va clore ce sujet parce qu'on pourrait faire un podcast là-dessus. Je ouais, serais ouais, super intéressée d'avoir l'avis de vous qui nous écoutez. Envoyez-nous un petit message ou faites une, je sais pas, une story sur Insta. Mais ouais, je pense que c'est un sujet dont c'est plus facile de parler aussi en individuel ou en petit groupe que comme ça à travers les réseaux parce que au-delà du sujet tabou que c'est aussi hmm, très sensible dans le sens pas tabou, mais comme dit, mais individuel et personnel. ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Ouais. Merci d'en avoir parlé en tout cas. Ça m'a fait du bien et je Ouais. pense que ça peut faire du bien et éclairer d'autres personnes qui sont aussi dans ton cas. Pour finir, est-ce que tu as une citation, un mantra qui t'accompagne dans la vie? J'en ai deux. J'en ai deux. La première, c'est une citation qu'a écrit mon père. En fait, mon père est décédé en 2016 d'un cancer de la moelle osseuse. Et pendant tout son combat, il a écrit une phrase que j'ai tatouée dans mon corps qui dit que je suis un gagnant et je garderai espoir jusqu'au bout où chaque jour de ma vie vaut la peine d'être vécu. C'est un mantra que je me répète. Des fois, tu sais, on peut voir notre vie défiler devant nous et on a cette fameuse phrase, mais le temps, il passe trop vite, mais le temps, il passe trop vite. Et cette phrase, elle me permet de faire de mon mieux chaque jour pour remercier, chaque jour. Je ne sais pas où je serai demain, mais aujourd'hui, je suis là. Et chaque matin, devant mon altar, je me pose cette question de, OK, aujourd'hui, Claudia, qu'est-ce qui est important pour toi? Quelque chose que tu peux faire qui va te faire du bien. Hmm. Et des fois, c'est une séance de sport, des fois, c'est un jus de fruits, des fois, c'est dire à quelqu'un que j'aime que je l'aime, des fois, c'est... Mais vraiment de saisir chaque jour comme, voilà, comme si c'était une nouvelle page blanche. Le deuxième mantra, c'est que j'ai pas le contrôle sur les circonstances, sur ce qui m'arrive, mais j'ai vraiment le contrôle sur la manière dont je vais réagir à ce qui m'arrive. Eh bien, alors Ouais. ça, c'est pépite, quoi. Ça, c'est vraiment parce que tu Ouais. sors de la victimisation, tu sors de ce truc de ouais, mais tu vois, c'est pas juste, il m'a dit ça, nanana. Ouais, ok, vis ton injustice, vas-y, ressens ton émotion, ok, il s'agit pas de pas valider l'émotion. Mais ensuite, c'est qu'est-ce que tu en fais? Je suis convaincue que tout ce qui t'arrive dans ta vie, que ce soit agréable ou pas, moi, j'aime pas utiliser les mots positifs ou négatifs, hein, c'est comme les émotions positives ou négatives. Moi, je préfère dire qu'il y a des émotions qui sont agréables à ressentir et d'autres émotions qui sont plutôt désagréables. Bah, dans la vie, c'est la même chose, tu vois. La mort de mon père, ça a été hyper dur. Ça a été un vrai traumatisme. Moi, j'étais jeune, hein, j'avais 22 ans, mais je suis convaincue que grâce à la mort de mon père, je suis la femme que je suis aujourd'hui. Grâce à la mort de mon père, bah, je suis sortie de, OK, mon père doit être fier de moi. Non, 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 je dois être fier de moi. Alors, je vais me lancer à mon compte. Alors, je vais avoir vraiment l'audace pour sortir de ma zone de confort. Et mon père, il est mort, et de l'avoir vu mourir, aujourd'hui, tu vois, la vie, elle a une valeur incroyable à mes yeux que si j'avais pas rencontré, et j'ai les frissons en disant ça, mais c'est tellement ancré que tout ce qui t'arrive dans la vie, que ce soit agréable ou pas, elle va te servir à quelque chose. Tu vois, la mort de mon père, ça a permis aussi à ma mère de rencontrer un homme hyper romantique. Elle a toujours aimé le romantisme, ma mère. Mon père, elle n'était pas romantique. Et grâce à la mort de mon père, laisse tomber, tu vois, elle a trouvé un mec, champagne, fleurs, roses, comme dans les films, truc qu'elle adore. Ben voilà. Hmm. Tu sais jamais, mais ça peut te rapprocher de quelqu'un ou d'un animal ou même de toi-même. Ouais. Donc voilà, t'as pas le contrôle sur ce qui t'arrive, mais sur ta manière de réagir.
Ouais, cette philosophie stoïcienne, elle change la vie. Elle change le regard, en tout cas, qu'on porte sur la vie. Elle change pas la vie en elle-même, justement, mais elle change le regard qu'on dépose dessus. Est-ce Et que c'est j'ose te poser la même question? Waouh. T'as un mantra qui est dessus? La vie est belle quand on la regarde avec amour. Ah oh. C'est la vie est belle, c'est ce que ma mère me répétait. Et puis au fil de la vie, justement, je me suis dit la vie, elle est pas toujours belle. C'est pas vrai. Quand on perd son papa, bah, on peut se dire que la vie, elle est pas belle. Mais Hmm. quand on pose un regard d'amour dessus, elle peut prendre une autre tournure. Et au final, c'est un peu ce que tu as partagé là, c'est comment je choisis de voir la vie qui compte. Et ouais, c'est ce que je me répète tous les jours depuis plus de 30 ans. Et, et ça me porte et ça m'aide. Et c'est très bateau, tu vois, elle peut paraître très bisounours et pendant longtemps, j'en ai eu honte alors que je sentais qu'elle m'habitait et je me disais non, voilà, c'est ridicule, la vie est belle. Mais ouais, pour moi, elle est vraiment très précieuse. Merci, merci. Ouais. Tu sais, je pense pas que l'amour, ce soit bisounours. Je pense que, tu vois, pour vraiment aimer, aimer, ça demande du courage. Aimer, ça demande de la force. Aimer, c'est pas évident tout le temps, quoi. Et donc, regarder la vie avec amour, ça demande du courage, de la force, de la résilience. Ouais, il y a une certaine dévotion, détermination, confiance Mm. aussi. Ouais, tout à Mais fait. merci. Merci beaucoup. À toi. Est-ce que pour finir, il y a une, deux, trois femmes qui t'inspirent au quotidien? Peut-être des entrepreneurs aussi qui peuvent nous inspirer, nous, à notre tour. Peut-être que je pourrais également recevoir sur le podcast pour échanger avec elles. On n'a pas de Chloé, qu'on connaît toutes les deux, avec Ouais, qui ouais. j'ai déjà fait 2 épisodes de podcast. Si ça intéresse celles qui nous écoutent, je vous les mets en description. Est-ce qu'il y a d'autres femmes? Euh, alors, d'autres, bah, je suis inspirée par plein de personnes, hein. J'ai bah, Marie Saint-Filtre. Ouais, incroyable Marie cette Saint-Filtre. nana. Ah, punaise. Ouais, Marie je suis d'accord. Saint-Filtre, source d'inspiration pour moi. L'audace, vraiment l'audace. Et ce truc, tu sais, de tuer ton ego, en fait, Ouais. parce qu'on correspond tous à des stéréotypes, et elle te tue Ah ton ouais, elle ego te de secoue, manière... tu regardes un truc, Ouais, ouah, tu le prends en pleine figure, mais tu te dis, ouais, t'es juste remis à ta place, elle avec. Et il y a aussi ce truc de, tu sens elle te prend pas de haut parce elle se détruit avec toi. Vraiment. tout à fait. Tout à fait. Ouais, 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 ouais. génial. Hum, Donc, Marie Saint-Filtre est quelqu'un de moins connu. C'est une amie à moi, elle s'appelle Lucie de Marie. Et elle a écrit un livre justement sur la symptothermie. Alors, elle, son objectif, c'est vraiment de donner de l'information aux femmes de qu'est-ce que c'est la symptothermie. Mais Lucie, c'est une femme qui, tu vois, elle travaille en tant que salariée, mais en même temps, elle est aussi entrepreneur. Elle a sa société de photographie avec son mec. Elle a écrit un livre sur la symptothermie. Elle a une surface commerciale. Voilà. Elle m'inspire. C'est une source d'inspiration. Elle est vraiment dans le multipotentiel. Elle incarne vraiment cette multipotentialité sans forcément mettre au péril ta santé mentale ou physique, tu vois, parce que tout ce qu'elle fait, ça a tellement du sens pour elle qu'elle porte des projets. Laisse tomber, voilà, elle m'inspire beaucoup. Ouais. Trop bien. Est-ce que tu en as une troisième? Ouais, j'ai une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle, son compte Instagram, c'est Laura Travel Book. Oui. C'est une illustratrice qui fait de l'aquarelle et elle m'apporte la douceur que j'aime tant chez elle. En fait, elle fait des vlogs sur YouTube et tu regardes ses vlogs, c'est une méditation. Ouais. Elle a une énergie hyper féminine, hyper douce, voilà. Et sinon, j'aurais pu aussi dire, et peut-être que les gens vont être surpris, mais je suis inspirée par Lena Mafouf, Lena Situation. Ouais, là en plus en ce moment, là en mois d'août, elle sort ses vlogs d'août. Bah tu vois, c'est une influenceuse qui, voilà, elle est dans une industrie qu'on pourrait qualifier de très superficielle, tout ce qui est autour de la mode.
Et pour autant, je sais pas, j'aime beaucoup, elle me touche dans sa relation avec son père, par exemple, dans la relation avec ses amis. Tu vois, elle prend pas la grosse tête, elle est hyper critiquée pour son physique et pourtant, bah, elle continue de faire ce qu'elle fait. Et il y a certains aspects de sa personnalité qui m'inspirent. Je te rejoins complètement. Elle a créé quelque chose d'une vérité, d'une sincérité, d'une authenticité, malgré effectivement tout ce qu'on peut lui reprocher, je sais pas, des avions, de la mode, de la pseudo-superficialité que ça peut paraître. Et en même temps, elle arrive à mettre de la profondeur et de la Ouais, justesse. Et elle a un courage de dingue, ouais, vraiment, parce que ouais, c'est loin d'être simple. ouais, De faire ce qu'elle fait, d'assumer ce qu'elle assume, de revendiquer aussi et qui elle est et ses combats parce qu'elle en a, tu vois, ne serait-ce que ouais, son corps, enfin plein de choses. ouais. Et je Son, te rejoins, c'est son pas ethnie, son ethnie, d'où elle vient, ouais. son nom de famille, ses cheveux. Et tu vois, Mhm. je l'avais croisée il y a quelques années en arrière. Et je lui ai demandé si on pouvait faire une photo et elle m'a dit oui. Et j'ai plus le nom en tête maintenant, mais j'avais croisé une autre influenceuse il y a quelques années. J'avais demandé une photo et elle m'a dit non. Et je sais pas, je trouvais que, enfin, tu vois, quand tu deviens influenceur, ça fait partie de ton métier, qu'il y a des gens qui te reconnaissent dans la rue. Et je peux comprendre que ça peut être chiant, qu'on t'arrête tout le temps pour prendre des photos. Mais voilà, pour autant, elle reste accessible. Je sais pas, moi. Et puis, en fait, ce qui me touche, c'est aussi son père, quoi. Il est Ouais. incroyable, son père. Ouais, ouais. C'est un artiste, tu vois, il dessine, enfin voilà. Et il regarde sa fille avec des yeux d'amour, voilà. Et ça me rappelle forcément un peu mon histoire avec mon père, quoi. Mhm. Ouais. Ouais. Merci infiniment, Claudia, pour tout ça. On mettra tous les liens pour te retrouver, que ce soit sur Instagram, ton site, le webinaire aussi du 25 août, dans la description de l'épisode. Ça a été un régal pour moi de partager ce moment avec toi, de plonger dans le cycle féminin et de plonger aussi dans qui tu es, dans l'humaine, dans l'entrepreneur, dans ces derniers mots de la fin, je crois, qui m'ont particulièrement marqué, nos échanges. Après la spiritualité, ces citations, ces mantras qui nous portent. Merci pour Ouais. ton courage et ta sincérité. Vraiment. Merci à toi. Merci. J'ai été aussi profondément heureuse de partager ce moment avec toi et j'espère que les auditrices ou les auditeurs qui vont écouter cet épisode pourront être aussi inspirés. Et voilà, pas hésiter à m'écrire aussi pour toutes les femmes qui ont la moindre question sur leur cycle. Enfin voilà, j'ai aussi à cœur d'être accessible et de pouvoir répondre aux questions. Merci pour cette opportunité du fond Mm. du cœur. Merci d'exister et merci d'être qui tu es. Mm. Vraiment. Ouais. On se retrouve très vite. À bientôt. À bientôt. Et voilà pour ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a plu, inspiré et questionné. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous. Sur Instagram, par email, par WhatsApp ou tout ce que vous voulez. C'est à la fois la meilleure manière de soutenir mon travail et en même temps d'aider celles et ceux qui pourraient aussi être inspirés par le podcast. Et d'ailleurs, une autre très belle manière de permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast et de soutenir tout ça, c'est de laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast. Ça vous prend 2 secondes et demie et ça a un impact vraiment immense au niveau des algorithmes et de la visibilité du podcast. Donc merci d'avance de prendre ce temps-là. En attendant le prochain épisode, si vous avez envie d'autres conseils et réflexions pour avancer, je vous invite à me retrouver sur Instagram et LinkedIn, dont vous avez les liens juste en dessous dans les notes de l'épisode, ainsi que toutes les ressources que l'on a abordées dans cet échange. J'ai hâte de vous y retrouver et en attendant, prenez soin de vous et surtout, autorisez-vous.